Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume Barlier. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Avec grand plaisir. Alors racontez-moi Guillaume, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat? Alors je suis devenu avocat pour deux raisons principales. La première, il faut le reconnaître, par mimétisme familial, comme beaucoup de mes confrères. J'avais un grand-père avocat, des parents avocats, mais le mimétisme s'est arrêté là puisque ils étaient des privatistes accomplis, quand moi j'ai toujours, depuis toujours, voulu faire du droit public. Donc s'il est vrai que je n'ai jamais trop hésité à embrasser la profession d'avocat, c'est dans un contexte totalement différent que celui que j'ai pu connaître dans ma vie personnelle au travers le parcours de mes grands-parents et de mes parents. Et je suis devenu avocat un peu comme une évidence parce que c'est un métier qui me correspondait en tout point. J'étais attiré par le droit, attiré par la loi et attiré par la chose publique, et j'ai vite découvert que le mélange entre vie publique et loi me permettait d'embrasser cette carrière avec toutes les spécificités qu'elle comporte, mais j'y reviendrai parce que je suis quand même un avocat un peu particulier en tant que publiciste. Ok, vous allez me raconter ça. Qu'est-ce qui fait que vous vouliez, c'était le droit public depuis toujours? J'étais attiré par la chose publique. J'ai toujours aimé ça. Là aussi, j'ai eu des élus de proximité dans ma famille. J'ai côtoyé un petit peu la chose politique. J'ai fait dans mon parcours étudiant, j'ai fait des stages dans les institutions publiques, à l'Assemblée nationale, au Conseil d'État. J'ai toujours été attiré par cette sphère-là. J'ai hésité à la fin de mes études à présenter des concours dans la haute fonction publique. Je l'ai pas fait par crainte peut-être un peu d'échouer, et j'ai toujours voulu garder ce lien avec la sphère publique, et j'ai réussi à le faire grâce au métier d'avocat dans lequel je suis pleinement épanoui aujourd'hui, au contact des élus, au contact des décideurs publics, et toujours en lien, voilà, avec la chose publique et la sphère publique. Donc pas de concours finalement? J'ai pas présenté de concours quand je dis que j'ai eu un peu peur de l'échec. Alors à l'époque, moi, c'était l'ENA qui m'attirait, clairement. J'ai commencé à y réfléchir de près, et à travailler un petit peu avec des amis qui eux l'ont présenté. Certains l'ayant réussi, d'autres non. Mais non, je ne me suis jamais présenté au concours d'entrée pour des raisons, voilà, à la fois professionnelles et personnelles. C'était une époque où je m'étais dit que je pourrais y revenir plus tard, et j'ai pas du tout envie d'y revenir aujourd'hui. Bon, bah ça va, c'est une bonne bifurcation alors. Et donc, j'imagine que vous avez fait des stages au fur et à mesure de votre parcours, en plus avec une famille du milieu, ça a dû vous aider. Vous avez tout de suite réussi à faire des stages, à faire en droit public, ou vous avez quand même goûté au droit privé pendant vos études? Alors, j'ai évidemment goûté au droit privé pendant mes études, puisque j'ai une formation en droit privé des affaires jusqu'au Master 1. Ah ouais, quand même. Voilà, et j'ai bifurqué à ce moment-là. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu une licence en droit public, et je suis parti finir mes études à Paris 2. Et à Paris 2, on m'a dit il faut faire du droit des affaires, et donc je suis rentré en master 1 droit des affaires à Paris 2. Master 1 que j'ai validé, mais c'est vraiment l'année d'études que j'ai le moins préféré, moins apprécié. Et j'ai fait ce constat-là, et je suis reparti, j'ai pas réussi à avoir de Master 2 en droit public. En tout cas, pas ceux qui m'intéressaient. Et donc, du coup, je suis reparti, j'ai refait une année de Master 1 en droit public cette fois. Et là, ça a vraiment fini d'achever de me convaincre de ce que le droit public était fait pour moi. Et donc, j'ai continué en droit public. J'ai fait des stages, effectivement, mais jamais dans des cabinets d'avocats privatistes, si ce n'est celui de mes parents que j'ai pu apercevoir de plus ou moins près, mais jamais en tant
enfin, je n'y ai jamais vraiment travaillé dedans. En revanche, j'ai fait, comme je vous le disais, des stages dans des institutions publiques, tribunal administratif, Assemblée nationale, partis politiques, Conseil d'État. Voilà. C'est intéressant, cette SAS incurable qui survend le droit des affaires alors que, alors que c'est quand même pas pour tout le monde. Ok, et donc du coup, profession d'avocat, j'imagine CRFPA d'entrée de jeu, enfin, vous avez déroulé de ce point de vue-là? Ouais, tout à fait. Enfin, Ouais. j'ai fait à l'issue de mon master 2, j'ai préparé le concours d'avocat que j'ai obtenu, et puis j'ai fait mes 2 années d'école, voilà. À Paris? Alors non, j'ai fait je l'ai passé à Paris, mais j'ai fait l'école qui est devenue l'EDAX. C'était les facs à l'époque. Maintenant, c'est l'EDAX, c'est l'école des avocats Centre-Sud. Ok. Pour des raisons purement personnelles, pour le coup, parce qu'il fallait que ma vie, enfin voilà, je devais redescendre dans le sud à ce moment-là, et voilà, j'y ai fait ma fin de parcours. Vous nourrissiez je sais pas, est-ce que vous aviez l'impression qu'il aurait été mieux à l'époque, hein, pas maintenant. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il aurait été mieux de commencer à Paris? Est-ce que vous avez est-ce que il y avait une sorte d'inclinaison peut-être culturelle ou même vous de votre côté que commencer à Paris aurait été mieux pour, je sais pas, le CV ou autre? Commencer en tant qu'avocat ou en tant qu'étudiant? Les deux, étudiant et avocat. Alors, je crois qu'effectivement, on va pas se cacher, la vie à Paris, en tout cas en ce qui concerne les études de droit, permet beaucoup plus que la province, quelle qu'elle soit. Alors moi, je suis un produit à moitié montpelliérain, à moitié parisien. La fac de droit de Montpellier est une grande faculté avec une grande école, une grande tradition, de grands noms du droit. Mais Paris 2 et même Paris 1 dans une autre dimension restent à mon sens les temples du droit, avec une culture de l'exigence qui n'a rien à voir avec les autres facultés, enfin en tout cas avec celles que j'ai pu côtoyer. Et je pense que c'est un peu l'école de l'excellence, ça reste la faculté, mais avec un degré d'exigence qui est largement supérieur à celui qu'on peut côtoyer en province, y compris dans les meilleures facultés de province. Une exception à cela, et je crois que j'en suis franchement le bon exemple, c'est la fin du parcours. La fin du parcours, moi j'ai fait un master 2 contrat public et partenariat, dans lequel les intervenants étaient exactement les mêmes à Paris qu'en province. Et au final, on se rend compte que c'est plus une question de caractère, j'ai envie de vous dire, en province, en fin de parcours, mais grâce aussi à cette ouverture d'esprit que j'avais pu acquérir à Paris, je me suis pleinement épanoui à Montpellier. Mais si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui le peuvent et qui peuvent, qui peuvent se le permettre et qui ont cette ambition, la vie étudiante étudiante au sens vraiment juridique du terme, hein, est hyper importante. Enfin, c'est hyper important de passer par les grandes maisons comme Paris 2 et Paris 1. On y apprend une culture qu'on n'apprend pas ailleurs. Après, en tant qu'avocat, mon parcours, moi, il est un peu particulier puisque je suis rentré dans un cabinet tout de suite. Je l'ai jamais quitté, j'en suis devenu associé, qui était implanté, qui a une implantation historique en province, mais qui, de par son développement, a évidemment ouvert un bureau à Paris il y a un petit moment maintenant, Ouais. Qui s'est pas mal développé à Paris, et donc j'ai toujours été entre les deux, le confort de la vie provinciale, mais l'adresse parisienne qui est importante. On va pas se mentir dans ce qu'on fait. Il faut être à Paris. C'est à Paris que beaucoup de choses se décident. Et c'est mieux d'avoir une implantation parisienne quand on le peut. C'est clair et net. C'est comme ça. Et ce cabinet, c'est un cabinet que vous souhaitiez rejoindre. Enfin, je veux dire, vous l'aviez dans le viseur. C'était ou c'est une opportunité et il se trouve que vous vous y êtes plu et vous vous y êtes développé. Alors, c'est un cabinet qui, en droit public, a attisé l'appétit et l'envie de tous les étudiants montpelliérains, nîmois, même aixois. Hein. C'était une grosse boutique du Sud. Je n'y avais aucune entrée particulière. Et il se trouve que quand j'étais donc en stage au Conseil d'État, j'ai beaucoup vu ce cabinet dans une matière bien particulière. Et ça m'a poussé à déposer mon CV parce que j'avais déjà cette impression, sans être dans le cœur du réacteur, que
il y avait à la fois cette implantation dans le sud qui m'attirait parce que je trouve la vie en province extrêmement confortable, tout en ayant voilà un pied dans le cœur du réacteur à Paris. Et donc c'est assez naturellement, sans trop me poser de questions. Je me rappelle, j'étais à l'école de formation des avocats, tout le monde avait déjà ses stages. Et moi, j'avais candidaté en tout et pour tout dans 2 cabinets. J'attendais la réponse de ce cabinet et je me disais que ça le ferait. Je l'ai espéré longtemps et finalement, oui, je suis rentré par la toute petite porte. Mais ça a fonctionné et j'y ai été très bien et j'y suis toujours très bien puisque je m'y suis associé. Parlons-en d'ailleurs de ce parcours jusqu'à l'association. Donc, comment se sont passées vos premières années ? Alors mes premières années, elles ont été, je me suis tout de suite épanoui dans ce cabinet, qui est un cabinet dans lequel l'humain a vraiment une importance toute particulière. Il y a des associés historiques qui ont toujours, déjà parmi les associés, il y en a qui sont amis et qui ont réussi à maintenir ce subtil équilibre entre amitié et relations professionnelles. Avec une très très bonne ambiance. Je connais personne qui est passé dans le cabinet qui n'a pas apprécié l'ambiance au sein du cabinet. Donc tout de suite, je m'y suis senti bien. Je suis entré vraiment par la petite porte parce que je suis arrivé en stage. On m'a dit c'est compliqué. On est déjà très nombreux. À Paris, ça serait plus facile. Au cabinet à Montpellier, on est déjà très nombreux. On a beaucoup de stagiaires cette année. On va te prendre parce que effectivement, t'es passé au Conseil d'État. Le stage au Conseil d'État était un vrai plus sur le CV, très clairement. J'ai été pris. J'étais en concurrence pour être recruté en tant que collaborateur. Je pense que beaucoup de ceux qui vous écoutent se reconnaîtront dans ce parcours, en tout cas à mon époque. J'ai été retenu là encore par la petite porte parce que au début on m'a proposé de travailler avec plusieurs associés parce qu'il n'y avait pas de volume d'affaires suffisant pour un associé, pour celui qui m'avait pris en stage. Et puis petit à petit, j'ai un petit peu poussé les portes au sein du cabinet. J'ai travaillé et ça a été une vraie plus-value pour moi avec plusieurs associés, ce qui n'était pas trop la politique dans le cabinet. Il y avait un vrai cloisonnement entre les équipes et moi j'ai réussi à tourner entre plusieurs équipes, à développer 2 pôles de compétences importants. Et à partir de là, les choses ont continué d'avancer. On m'a demandé si j'acceptais d'aller travailler pour ouvrir un bureau secondaire et un nouveau bureau secondaire. J'ai bien volontiers accepté puisque c'était dans ma ville de naissance à Nîmes. Et donc je suis parti tout seul au début. Et on était chez des confrères qui nous hébergeaient gracieusement et puis petit à petit le cabinet s'est développé. On va revenir sur tout ça dans le détail. Vous dites déjà que vous vous y êtes tout de suite senti bien, qu'il y avait une bonne ambiance. Et qu'est-ce qui fait, de façon très concrète et pragmatique, qu'est-ce qui fait que vous vous y êtes senti bien dans ce cabinet ? Qu'est-ce qui contribue à cette bonne ambiance selon vous ? Alors, ce qui contribue à cette bonne ambiance, c'est encore une fois, à mon sens, d'abord, c'est la personnalité des associés historiques du cabinet qui ont toujours été moteurs et qui ont toujours attaché beaucoup d'importance à des liens entre les salariés, les avocats, pas de lien de subordination au sens négatif du terme, un très fort degré d'exigence dans les rendus, clairement. Mais à côté de ça, une très grande indépendance, une très grande confiance très rapidement, et puis après une vie d'entreprise vraiment super, avec des événements festifs chaque année, avec des repas organisés, entre avocats le midi. Quelqu'un se retrouve seul, on lui propose de déjeuner tous ensemble. Pareil à la sortie du cabinet le soir, un associé est là un peu tard, 2 collaborateurs sont encore là. Tiens, on va prendre un verre, on discute, on décloisonne un peu les équipes. Et ça c'est l'aspect humain. Et après, je pense que la force du cabinet, c'est d'avoir très vite rendu autonome et responsable les collaborateurs avec
des rémunérations assez intéressantes très rapidement, avec une forte implication dans la structure, un vrai, enfin voilà, là, des petites choses qui marquent quand on est jeune avocat. Vous pensez à quoi comme implication justement, enfin La double signature sur une consultation, par exemple, tout de suite, c'est quelque chose qui donne du sens au métier. Quand on signe avec son nom, moi, enfin, c'est quelque chose qui m'a tout de suite fait me sentir assez, enfin, avocat, quoi, tout simplement, et pas simplement voilà, il y a une vraie différence entre le stagiaire, entre l'élève avocat et l'avocat. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, voilà, enfin, un degré de responsabilité tout de suite assez important, avec une relecture de plus en plus légère de par les associés, la possibilité d'aller à des rendez-vous sans les associés, la possibilité, voilà, de prendre des conversations téléphoniques là encore sans les associés. Tout ça permet de se sentir pleinement avocat, je crois, et c'est important. Voilà, c'est ça qui m'a fait me sentir très bien au sens professionnel. Et après voilà, l'aspect humain y a fait. J'étais dans la veine de ce cabinet. Enfin voilà, c'était ma vision des choses, ma vision de la vie, et les associés historiques, pour certains, sont des gens qui sont aujourd'hui plus que des associés, quoi, clairement. Et vous dites que initialement c'était pas dans la culture du cabinet de recruter quelqu'un qui dépendent de plusieurs associés, que vous, c'est le cas de figure dans lequel vous vous êtes retrouvé et que vous avez accepté. Enfin, et ce que je comprends, c'est que ça vous a ouvert des portes finalement, enfin que ça a été plutôt une zone d'opportunité. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme, on va dire, avantages et inconvénients de ce schéma-là, d'être transversal? C'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé que ça rendait votre travail comme collaborateur plus compliqué? Première question, et deuxième question ensuite, oui, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça a contribué à au succès de votre développement dans le cabinet? Alors, pour commencer par les aspects négatifs, clairement, c'est pas la position la plus confortable. Et j'ai très vite compris pourquoi certains collaborateurs anciens n'avaient pas forcément de velléité particulière pour être transversal, parce que les méthodes de travail ne sont pas les mêmes dans chaque équipe, parce que vous faut gérer parfois l'ego, la disponibilité, les problèmes de disponibilité auprès de tel ou tel associé, parce que vous êtes sur un sujet urgent pour quelqu'un et l'autre vient vous voir en vous disant c'est urgent aussi, et donc vous vous retrouvez un peu dans des situations où vous êtes pris en défaut alors que vous essayez de contenter tout le monde. Ça, c'est pas le plus confortable, mais bon, ça se gère, hein, je pense qu'il faut le métier d'avocat, faut pas garder les choses pour soi, quoi qu'on soit, collaborateur, stagiaire, associé, ce que vous voulez, il faut parler. Du dialogue, il ressort toujours beaucoup de choses. Donc moi, j'ai toujours réussi même s'il y a eu des moments difficiles forcément et compliqués avec des prises de bec, j'ai toujours réussi à surmonter ces difficultés. Ça, c'est le point le plus désagréable, et en termes organisationnels, vraiment, ça complique le truc, parce que on vous le rend pas, c'est-à-dire que l'associé pour qui vous travaillez se rend pas forcément compte que vous avez travaillé pour son autre associé, et du coup, chacun a le même degré d'exigence, ce qui est pas évident à gérer. Par contre, si vous le surmontez, ça fait qu'au bout d'un moment, tout le monde se parle, et les associés se disent ah oui, il a fait ça et ça. C'est intéressant, c'est une preuve d'adaptation, de capacité d'adaptation. Et après, moi, le gros bénéfice que j'en ai retiré, c'est surtout au plan de la compétence professionnelle, puisque j'ai travaillé dans 2 pôles très différents qui aujourd'hui me permettent d'avoir une compétence transversale. Donc, c'est quoi ces 2 pôles? Alors, le premier pôle, c'était urbanisme, environnement, expropriation, avec vraiment une forte connotation urbanistique, très réglementaire, voilà, et du permis de construire, du droit de l'environnement, du droit des installations classées pour la protection de l'environnement, des choses comme ça. Et la deuxième, c'était quelque chose qui a pas grand-chose à voir, mais qui pour moi est au final très lié aujourd'hui, et plus le temps passe, plus ça l'est. C'est les contrats publics. J'avais une formation en contrat, j'étais assez léger en urbanisme quand je suis arrivé au cabinet. Et j'ai réussi à continuer à faire des contrats, et aujourd'hui j'en suis vraiment heureux, puisque on n'est pas nombreux au sein du cabinet à avoir cette double compétence,
Et moi, elle m'est indispensable aujourd'hui vis-à-vis de ma clientèle, parce que il y a toujours des imbrications aujourd'hui entre ces deux matières, et ça me permet de suivre des opérations d'assez grande ampleur. Ça m'a permis de suivre des opérations d'assez grande ampleur très vite au niveau local, ou en tout cas je parle, et d'avoir cette compétence, cette double compétence qui permettait à certains associés de garder des dossiers en direct qu'ils n'auraient pas pu garder tout seuls, qu'ils auraient dû traiter avec l'un de leurs associés si j'avais pas été là. Donc ça a été pour moi vraiment hyper intéressant, et ça m'a permis d'acquérir très vite cette indépendance au sein du cabinet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces liens entre le transactionnel et le réglementaire et vous dites que selon vous, c'est d'ailleurs de plus en plus imbriqué. Donc ce que j'entends, c'est que l'avocat en contrat aurait de plus en plus besoin du réglementaire, et inversement, l'avocat en réglementaire de plus en plus besoin de la compétence en transactionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, moi c'est surtout ce que je veux dire, mais là c'est vraiment lié à notre niche de compétences. Aujourd'hui, le droit de l'urbanisme, les opérations immobilières d'une certaine importance, elles impliquent nécessairement, au-delà des compétences qu'il faut en droit de l'urbanisme pour appréhender les règles qui permettent de construire tel ou tel équipement à tel endroit, elles impliquent bien souvent de contractualiser avec la sphère publique pour des mécanismes de financement, pour des mécanismes de rachat de biens, et du coup on se retrouve souvent au carrefour avec des problématiques de commande publique, de droit de la commande publique, marché public, concession, qui se posent et qui mobilisent également des problématiques en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, la plupart des opérations d'aménagement, elles mêlent la sphère publique à la sphère privée, et donc le lien entre sphère publique et sphère privée, c'est souvent le contrat public en réalité, et souvent vous vous rendez compte que pour suivre une opération dans sa globalité, il vous faut, alors dans sa globalité non, parce que moi et le cabinet, on n'a pas de compétences en matière de fiscalité ou de droit des sociétés, ou donc il y a des questions comme ça qui peuvent se poser du point de vue de la société porteuse de projet, mais sur l'opération dans son ensemble, entre le moment où vous prospectez un terrain, vous allez chez le notaire et vous déposez, vous obtenez un permis de construire, on se rend compte que dans la plupart des dossiers, il faut toutes ces compétences, les contrats publics et les contrats un peu privés du coup, et l'urbanisme opérationnel, l'urbanisme réglementaire. Voilà. C'est lié à des évolutions législatives, à une pénurie de disponibilité en termes de foncier, surtout dans le sud, mais c'est quand même une observation que je fais, et je crois que, pardon, j'en termine par là, l'un des associés fondateurs du cabinet auquel j'appartiens a développé ce cabinet, et on a fait ce qu'il est aujourd'hui, justement, précisément parce qu'il avait cette double compétence-là aussi, et après, par l'essor du cabinet, chacun s'est un peu spécialisé, et aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant d'en revenir avec pas mal d'avocats au sein du cabinet, en tout cas, un petit nombre qui arrive à avoir ces compétences un peu transversales. C'est intéressant. Et vous avez parlé du fait que, donc, je comprends que finalement, cet assemblage de compétences vous a donné vous a ouvert les opportunités de pouvoir intervenir sur des dossiers de plus grande ampleur, et donc une évolution rapide, ne serait-ce qu'en termes de technicité et d'opportunités qui vous ont été données. Vous avez évoqué le fait que dans cette évolution, il y a eu un côté un peu, je sais plus quelle est l'expression que vous avez utilisée, mais je me demande si vous n'avez pas parlé de jouer des coudes ou de quelque chose un peu comme ça en termes de cheminement et de faire votre place. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, je crois que vous faites, ce à quoi j'ai voulu faire allusion, c'est le fait que dans un cabinet, vous avez souvent des équipes et que vous avez des avocats avec des compétences assez ciblées. Et c'est vrai que assez rapidement, j'ai
je pense, j'ai des associés au sein de mon cabinet qui ont pu s'appuyer sur cette, comme ils auraient pu le faire avec d'autres collaborateurs. Hein, c'est pas spécifique à ma situation, mais en tout cas moi, ça me l'a permis assez jeune et assez rapidement, de faire confiance justement aux collaborateurs, de garder le dossier uniquement dans l'équipe et de pas le traiter à plusieurs équipes, justement grâce à la compétence un peu transversale du collaborateur. Et j'en reviens là où j'ai commencé. C'est clairement ce qui m'a permis aussi, c'est par cette compétence transversale que vous avez davantage la relation avec le client, que vous rendez davantage indispensable, et puis c'est là que le client vous rappelle vous ensuite, et c'est là que vous avez un profil plus rapidement pour être associé. Ouais. En tout cas, me concernant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous avez vous associer dans ce cabinet, pour vous, c'était une évidence, enfin, je veux dire quelque chose dont vous aviez envie de manière évidente, ou est-ce que vous avez envisagé d'autres opportunités? Est-ce que vous avez envisagé d'autres formes d'exercice? Qu'est-ce qu'il en a été de cette projection quand vous étiez plus jeune? Alors moi, j'ai toujours été attiré par les structures d'une certaine taille. Alors nous, on n'est pas un très gros cabinet, hein, par rapport à bon nombre de gros cabinets. On n'est pas gros, mais on est gros dans notre secteur de compétences. Donc j'ai toujours été attiré par ce type de structure, tout en gardant une taille humaine. C'est-à-dire que j'ai jamais été attiré par ce qu'on appelle le Big Four ou par les très grosses structures. J'ai toujours été sensible à ce rapport direct aux gens, connaître tout le monde, etc., etc. Donc ça a été une espèce d'évidence. J'ai toujours été attiré par ce type de structure. La structure dans laquelle je suis, clairement, elle me plaît, je la trouve super. Je pense qu'on a encore plein de perspectives de développement, et donc oui, j'avais envie de m'y associer. J'ai toujours eu cette envie-là. J'étais à un moment où, au sein de la structure, il y avait pas mal de discussions, donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc mon association a été envisagée sur une période assez longue, ce qui a suscité certaines interrogations chez moi. J'ai eu des appels du pied de certaines structures un peu concurrentes. Je vous mentirais si je vous disais que je l'ai pas mis dans la balance à un moment, mais j'ai jamais véritablement envisagé de quitter cette structure-là. Je m'y suis toujours projeté, et voilà, les choses ont toujours avancé positivement, donc j'ai jamais envisagé de vraiment partir. Si j'avais dû le faire, ça aurait été dans des structures similaires. Je ne suis pas attiré par l'exercice solitaire. Je trouve que le métier est trop difficile en tout cas dans ce qu'on fait, pour être seul. Alors c'est peut-être plus rentable et on gagne peut-être mieux sa vie quand on a moins de charges, mais c'est pas ma conception de ce métier. Moi, je suis heureux tous les matins de pouvoir ouvrir une porte, d'échanger avec un autre, de passer un coup de téléphone dans un autre cabinet, enfin dans des bureaux secondaires, pour savoir si un tel a traité cette problématique. Enfin, c'est hyper confortable comme mode d'exercice. Donc aspect humain, enfin à taille humaine, pardon, mais des structures d'une certaine importance et un peu organisées. Ouais, aujourd'hui vous êtes entre 30 et 50, c'est ça, dans votre cabinet? Ouais, à peu près, ouais. Et vous dites que oui, il y a eu ces discussions sur l'association. Elles sont venues vite, les discussions sur l'association? Je sais pas ce qu'on appelle vite, mais elles sont venues après 5-6 années d'exercice. C'est assez rapide, me semble-t-il. Ouais, aujourd'hui en tout cas sur ce type de structure, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide. Et vous dites que donc les discussions, en tout cas le moment pendant lequel ça a été évoqué avant que ça se fasse, ça s'est un peu étalé dans le temps, et que ça a notamment suscité quelques doutes. Est-ce que rétrospectivement, parce que j'ai eu des discussions avec d'autres avocats où des discussions se sont faites pendant longtemps, et j'ai l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si ça dure vraiment trop longtemps et que les discussions n'évoluent pas, il y a un peu le sentiment que en fait on se mettra jamais d'accord sur cette association. Comment est-ce que
je peux m'inscrire dans le cabinet? Est-ce que je vais être un espèce de collaborateur amélioré ou est-ce que j'aurai vraiment une place comme associé? Donc il y a un petit peu ça. Et puis pour d'autres, au contraire, m'évoque justement le fait que les discussions n'aient pas été précipitées, que ça ait vraiment pu donner lieu à une association peut-être plus consciente, mieux. Enfin voilà, pas juste un nouveau titre parce que voilà, nouveau titre et puis on achète des parts du cabinet, donc il y a un apport de cash flow et bon bah finalement voilà quoi. Mais quelque chose de plus imbriqué, de plus inscrit dans une relation mieux construite. En fait, vous, rétrospectivement, quel est votre regard sur cette période qui s'est un peu étalée de discussion sur votre association? Bon, mon regard avec enfin, dans le rétroviseur, c'est que finalement ça a pas duré si longtemps que ça. Et puis j'avais la chance d'être dans une situation où il me manquait le titre, mais j'avais à peu près déjà les attributs de l'associé, c'est-à-dire que je rendais plus beaucoup de comptes. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de légitimité à un moment, c'est-à-dire que quand ton nom apparaît pas en haut du papier en tête, bah ça interroge et ça incite pas les gens à venir vers toi. Donc c'est vrai que ça aurait pu durer peut-être un peu moins longtemps, mais j'ai toujours senti une vraie volonté de m'associer et j'ai jamais perçu de défiance de quiconque dans la communauté des associés à mon endroit. Il y avait des sujets comme dans toute société qui arrivent à une certaine taille dont j'étais un peu pris pas en otage, mais j'étais au milieu, je me retrouvais malgré moi un peu au milieu d'une situation un petit peu compliquée. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouvel associé dans le cabinet. Voilà, j'ai jamais véritablement douté. Je me suis toujours dit que ça se ferait et que le plus tôt serait le mieux. Bon, voilà. Après, je me suis un peu, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus affirmé. À la fin après l'été d'avant mon association, j'ai pris les devants et j'ai compris que le temps de l'association, si on voulait que ça se concrétise vraiment, il fallait arrêter certaines situations et certaines choses suffisamment en amont. Et donc j'ai maintenu la pression. J'ai été bien aidé par bon nombre d'associés au sein de la structure qui m'ont poussé, qui m'ont appuyé et ça s'est fait. Voilà. Si je devais vous répondre pour synthétiser, j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite, mais j'ai pas souffert de cette situation parce que voilà, j'ai gardé. Vous étiez très soutenu, ouais. Voilà, j'ai gardé une pleine confiance et j'avais surtout une situation dans mon exercice quotidien. Voilà, j'avais beaucoup d'attributs de la fonction d'associé sans en avoir tous les avantages en revanche, et c'est ça qui commençait un petit peu à me manquer. Vous avez évoqué le fait que, voilà, avec cette compétence un peu particulière, parce que transverse, mais finalement assez rare dans votre structure et peut-être même en général, ça vous a permis de devenir plus rapidement un interlocuteur unique et direct des clients aussi. Et, est-ce que vous avez est-ce que ça a été déjà dans vos objectifs que de développer une clientèle et de ou ramener des nouveaux clients ou de ramener du chiffre d'affaires? Et deuxième chose, est-ce que, enfin voilà, comment vous vous êtes inscrit par rapport à ça, par rapport à la question de la clientèle et le développement de l'aspect business quoi, de votre activité? Alors, ça sans prétention, mais un peu quand même. Je crois que oui, moi j'ai toujours eu cet ADN là, c'est-à-dire que j'ai toujours j'aime le développement, j'aime essayer de rentrer des dossiers, de rentrer des clients. J'ai toujours eu cette volonté, cette ambition là. Je l'ai toujours. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ce volet du métier me plaît énormément. Cet aspect pas prospection parce que c'est pas de la prospection, mais ce côté envie de voilà qu'on dise du bien de vous, que les clients aient envie de venir vers vous. C'est quelque chose qui m'a toujours porté et ça a toujours été mon ambition dans mon métier. Qu'on vous trouve bon et qu'on ait envie de vous confier des dossiers. Je me suis jamais inscrit dans le profil
comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, du super collaborateur qui est très bon juridiquement, qui va traiter beaucoup de dossiers, qui va abattre beaucoup de travail, mais qui va un peu traiter les dossiers des autres associés qu'on lui ramène. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite. Après, j'ai pas eu le choix non plus. C'est-à-dire que si j'étais resté assis sur ma chaise dans mon bureau en tant que collaborateur, alors j'aurais évolué dans le cabinet, mais j'aurais pas été associé, en tout cas pas si vite, ça c'est certain. Donc oui, j'ai toujours voulu développer, et je l'ai toujours fait. Et comment vous vous y êtes pris justement ? Comment je m'y suis pris ? J'ai regardé faire d'abord ceux qui font bien. Il y en a chez moi, chez nous. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement dans les avocats où vous dites ceux qui font bien ? Qu'est-ce qui vous inspirait dans leur Ceux qui font bien ça, on peut être heureux sans faire du développement, sans être un bon développeur. Oui. Non, bien sûr, mais ceux qui font bien du développement, qu'est-ce que vous aviez observé comme bonne pratique dont vous avez eu envie de vous imprégner, quoi, de les empreintes dans lesquelles vous avez eu envie de vous inscrire ? Alors, c'est vraiment très personnel ce que je vais vous livrer parce que je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la relation de proximité de certains associés avec leurs clients, y compris des personnes qui représentent des intérêts très importants. Et j'ai été assez sidéré, moi, comme je vous le disais au tout début de notre échange, j'ai connu le métier d'avocat depuis toujours puisque j'ai été baigné dedans, et celui qui a le plus compté, paradoxalement, c'est mon grand-père, qui n'appartient plus à ceux d'un monde, mais qui était le vrai avocat de province à l'ancienne, qui vous voyait tous ses clients, qui était le patron, chez qui on venait, qui convoquait les gens, voilà. Et j'ai tout de suite connu dans le cabinet dans lequel je suis arrivé quelque chose de très différent, une relation amicale de certains associés vis-à-vis de certains clients, avec ce qui n'exclut pas une relation très verticale parfois, et c'est ça qui m'a plu. Enfin, je me suis toujours efforcé d'entretenir de bonnes relations avec les clients, d'avoir ce rapport de proximité, d'être joignable, très disponible. Alors peut-être que quand on peut se le permettre, il faut l'être un peu moins. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais la disponibilité, la proximité, et puis après la pugnacité, la compétence, la détermination, savoir se vendre, ne pas avoir peur de dire qu'on sait faire, prendre les dossiers, les travailler de fond en comble. Voilà, c'est tous ces aspects-là dont j'ai pris note chez certains. Et après, voilà, en province, ce qu'il y a de plus facile par rapport à Paris. Alors, il y a beaucoup plus de facilité à bien des égards à Paris, mais en tout cas, en province, quand vous êtes pas trop mauvais, ça se sait vite, je pense. Et le bouche à oreille fonctionne assez bien, surtout dans les milieux qui sont les nôtres. Nous, voilà, collectivité territoriale, promotion immobilière, société en lien avec la sphère publique. Enfin, c'est un monde qui se recoupe, donc il y a des interactions, des interférences qui se créent. Et voilà, en tout cas, ça fait partie des choses qui me rendent heureux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels je travaille et avec lesquels j'entretiens à la fois une relation professionnelle, mais une relation qui va en dehors aussi de la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment sympa parce que je pense que vous en faites un peu plus vis-à-vis de ces gens-là. Donc, vous êtes allé ouvrir un bureau secondaire à Nîmes, c'est ça ? Oui. Ouais. Et vous avez mentionné le fait que vous y êtes allé au début tout seul. Racontez-nous. Donc, vous débarquez à Nîmes, bureau secondaire du cabinet. C'est ma ville natale, donc je connaissais quand même bien les lieux. Hein. Oui. Mais en tant qu'avocat, j'étais pas inscrit. J'étais pas au barreau de Nîmes. Le cabinet n'avait pas d'implantation nîmoise. Au contraire, il y a quelques années, les deux associés fondateurs du cabinet avaient essayé d'ouvrir un bureau. Ça avait pas forcément bien marché parce que Nîmes, c'est une ville, c'est la vraie ville de province un peu aseptisée, dans laquelle il est un peu difficile de pénétrer si vous n'êtes pas si vous ouvrez pas les portes. En tout cas, il faut pas, ça sert à rien d'être connu, mais il faut pousser un peu certaines portes. Donc, je suis arrivé tout seul. J'ai eu la chance d'être accueilli dans un cabinet chez des confrères privatistes, qui est un cabinet partenaire avec lequel on a une histoire commune puisqu'on a longtemps partagé les locaux à Montpellier ensemble. Donc là, nous on les avait accueillis à Montpellier. Pas moi, j'étais pas avocat à l'époque, mais il y avait quand même cette tradition commune. Et eux, à l'inverse, nous accueillaient à Nîmes.
Donc j'ai pas été seul. J'ai été dans un cabinet avec de la vie au quotidien. J'y venais 1-2 jours par semaine au début. Et ça a été hyper important parce que je pense vraiment, enfin moi je plains les confrères qui, alors il y en a c'est un choix, hein, mais exercer très seul, je pense que c'est vraiment très difficile. Et ça a été ça a été vraiment un point très positif pour moi. Ça a permis de créer des synergies avec certains de leurs clients qui n'ont pas hésité à me présenter. Et ça a été pour moi source de développement très vite. Ils avaient des clients C'était un cabinet vraiment qui avaient besoin. Ouais, qui avait besoin de compétences comme les vôtres. Enfin, on était sur le même type de clientèle que celle que vous cherchiez à développer. Peu, parce que évidemment, ils n'ont pas de clients dans la sphère publique, par exemple. C'est un vrai cabinet de droit des affaires, mais ils ont des sociétés qui faisaient des marchés publics. Ils ont des gens dans les sociétés qui conseillent, qui peuvent avoir des problèmes en droit de l'urbanisme. Voilà, enfin, ça a été des petites mises en relation au début, puis des plus grosses ensuite. Puis après, on a des clients. Par contre, on a des clients institutionnels communs qui suivent eux sur le volet privé et nous sur le volet public. Puis j'ai eu un peu de chance aussi, je pense. Et enfin, de la chance, c'est pas vraiment de la chance d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui avait motivé l'ouverture du bureau secondaire et qu'on avait vraiment appréhendé avec les associés moteurs sur cette ouverture du bureau. C'est que Nîmes était une ville qui faisait pas forcément rêver nos clients, je pense notamment aux promoteurs immobiliers, et on a assez vite perçu que nous, voilà, enfin notre cœur d'activité historique, il était plutôt à Montpellier, orienté vers le Biterrois, vers le sud-ouest ensuite, Toulouse, la côte basque, etc. Enfin Bordeaux, avec une implantation à Bordeaux, on rayonnait pas mal. Et Nîmes est une ville qui est en pleine expansion au sens immobilier du terme, avec un marché immobilier qui est en train un peu de rattraper celui de Montpellier. Alors dans une moindre mesure, les deux villes n'ont plus rien de comparable aujourd'hui en termes de population, en termes de beaucoup de choses, mais en tout cas il y a beaucoup de projets qui sortent. Il y a une municipalité qui est quand même assez dynamique, qui est assez porteuse dans la matière, avec beaucoup de projets structurants qui nous ont permis vite d'être associés, d'être visibles. Là où pendant des années, à Nîmes il se passait pas grand chose. Voilà, là très vite on a été associés sur des projets qui nous ont permis d'avoir une vraie identité, une vraie visibilité, et pareil, hein, voilà, dans une ville de 160 000 habitants, le bouche à oreille fonctionne assez vite, et donc ça nous a permis de nous développer, de nous ancrer et de nous installer définitivement depuis quelques années maintenant. Et donc, il y a juste une chose, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est parce que vos associés ont eu le nez creux sur le fait, et vous d'ailleurs, sur le fait que le vent est en train de tourner autour de Nîmes et que là où pendant un temps la ville était relativement stationnaire et pas forcément hyper dynamique, en tout cas en termes d'immobilier, que là les choses étaient en train de changer, qu'il y avait plus de projets qui se faisaient et que donc c'était le moment pour vous de retenter cette implantation pour saisir cette vague de développement immobilier, ou est-ce que il se trouve que vous, et notamment peut-être aussi pour des raisons personnelles et familiales, vous aviez envie de vous rapprocher de Nîmes et que voilà, ça a été l'occasion d'eux, et que en plus ça a coïncidé avec ce moment, mais finalement ça a plus été quelque chose que vous avez constaté une fois sur place, et bien évidemment j'imagine avec plaisir. On est sur quel cas de figure? Alors très honnêtement, au moment où on prend la décision de s'implanter à Nîmes, je vis à Montpellier, ma vie est à Montpellier. Enfin, je suis pas du tout dans l'optique de revenir à très court terme. Ouais. Les choses se sont faites là encore assez mécaniquement. Il y avait pas de, enfin voilà, il y avait pas. J'ai pendant longtemps, j'ai continué à vivre à Montpellier, donc je n'avais pas forcément c'est pas une envie pressante de. Voilà, j'avais vraiment envie. Moi, j'avais un nom un peu connu à Nîmes. J'avais envie de faire mes preuves par moi-même ailleurs que dans la ville où on me connaissait. Donc c'était pas un besoin de revenir tout de suite. Donc de ce point de vue-là, non. Par contre, oui, c'est plus lié au fait que on a eu le nez creux. Alors Nîmes c'est pas qu'il y avait un manque de dynamisme. Il y a toujours eu des grands projets à Nîmes, enfin depuis longtemps. Il y a eu des œuvres, des ouvrages importants qui ont été faits par de très grands noms de l'architecture. Mais Nîmes souffrait un petit peu de la proximité avec Montpellier, qui développait beaucoup de projets. Et comme on a un peu revu la manière de faire du droit de l'urbanisme en France depuis 2014 avec la loi Allure,
On s'est retrouvé avec un marché complètement saturé à Montpellier et des gens qui ont élargi leur périmètre d'intervention avec des villes comme Béziers, comme Narbonne, comme Perpignan et Nîmes aussi, qui est une ville qui pour moi est encore sous-estimée. Enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment une des villes. Je connais pas. J'ai fait venir beaucoup de gens, y compris des gens qui ont vu beaucoup de choses, et j'ai jamais fait venir quelqu'un qui est rentré dans Nîmes et qui m'a dit c'est nul. Tous les gens qui sont passés m'ont dit leur envie d'y revenir. Alors pas forcément pour y vivre, hein. C'est une petite ville qui attire pas forcément tout le monde, mais il y a vraiment plein de choses à faire et on sent cet appétit à l'heure actuelle avec voilà des opérateurs nationaux, de grands noms de l'architecture, un dynamisme important. Qu'on n'avait pas forcément anticipé à ce point-là hein, au début, voilà, mais on sort sur la vague. Et le deuxième point simplement qui nous avait fait nous installer, c'était aussi que je vous l'ai dit pour réussir à Nîmes, alors on avait des clients nîmois, mais il faut cette implantation locale qui nous manquait. Voilà, et on a vu au moment où on s'installait, des cabinets concurrents commençaient à s'implanter. Donc on s'est dit c'est vraiment le bon moment pour le faire. Voilà. Ouais. Je comprends. Moi, j'aime beaucoup je la connais mal, mais à chaque fois que je passe dans cette région, vous y serez la bienvenue, dorénavant. Ah ben merci. Non, mais je trouve ça sublime. J'ai un très bon souvenir de vacances en Camargue quand j'étais toute petite, mais voilà, je trouve que les paysages sont vraiment sublimes et voilà, j'avais fait pas mal de routes entre Arles, Montpellier, puis ensuite en descendant vers Carcassonne et c'était en route pour aller en Ariège. Rendre visite à un ami et je pense que j'ai rarement eu autant d'étoiles dans les yeux des paysages de cette région-là de France. Je trouve ça vraiment sublime. Donc, je veux bien croire que ce soit une ville qui séduise les personnes que vous emmenez là-bas. Et aujourd'hui, le cabinet de Nîmes, vous y êtes à temps plein ou vous êtes encore à Montpellier ? Non, je suis à temps plein, vraiment. Vous y êtes à temps plein ? Au bout de combien de temps est-ce que vous avez fait le switch, on va dire, de vous dire, OK, maintenant, Nîmes, c'est plus mon cabinet secondaire que je développe en parallèle de mon implantation à Montpellier, mais c'est vraiment ici que ça vaut le coup que je sois à temps plein? Alors, ça s'est fait vraiment en deux étapes. Donc, la première, je vous l'ai dit, c'est cette implantation chez des confrères. On sentait que ça commençait à bien tourner, qu'il allait falloir recruter, qu'il allait falloir s'installer, et on a eu une opportunité. La communauté des associés recherchait des locaux à acquérir dans plusieurs villes. Marseille était pisté, Bordeaux également. Des villes où le prix de l'immobilier restait à peu près abordable, et j'ai soumis une proposition. J'ai eu une opportunité par relation. Très beau plateau de bureau se libérer en centre-ville de Nîmes. Voilà. Nous, on est un cabinet qui, en tout cas à Montpellier, même à Paris, Marseille d'ailleurs, Bordeaux aussi, on a toujours été implanté dans les cœurs de ville. On y est assez attaché, bien que ce soit pas forcément le plus commode pour se rendre au cabinet. Pour certains clients, on a la chance de beaucoup se déplacer chez les clients, donc pour nous c'est pas bloquant. Et j'ai amené certains de mes associés visiter ces locaux et je leur ai dit c'est une vraie opportunité immobilière, et ils m'ont dit chiche, on le fait, mais par contre maintenant faut passer la seconde, et je me suis retrouvé un peu livré à moi-même dans ces grands bureaux qu'il fallait remplir, et ça se fait petit à petit. J'ai commencé, j'étais seul. On est 3 avocats du cabinet aujourd'hui, et il y a des Montpelliérains qui passent régulièrement, et on a d'autres confrères à qui on loue les bureaux. Donc l'acte 2 de mon implantation, le switch, comme vous avez dit, c'est fait à ce moment-là. À partir du moment où on a acquis les locaux, je me suis fait fort de vraiment n'aller à Montpellier que quand c'était indispensable, et de ramener ma clientèle vers moi. Et ça s'est fait bien plus facilement que ce que je le pensais. Le développement est croissant. Voilà. Alors ça va s'arrêter à un moment ou un autre. Il va falloir le gérer. Il va falloir gérer ces stades d'ailleurs d'arrêt un peu, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai la chance de pas trop avoir à me poser de questions.
Je cherche toujours à recruter. On est toujours en train de se développer. Donc voilà, ça s'est fait à ce moment-là. Il y a à peu près 24 mois maintenant. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure enfin, vous avez parlé du plaisir que vous preniez aussi à la partie entrepreneuriale de votre métier, et vous avez notamment dit voilà, à un moment il faut pas hésiter à se vendre, et à proposer des choses, à dire qu'on peut faire des choses pour les gens et tout. Comment vous vous y prenez vous pour vous vendre? C'est très difficile la question que vous me posez. Comment je m'y prends? Je suis sûre que vous en êtes pas du tout conscient en plus. Non, ouais, c'est dur à dire. Je pense que, enfin, j'ai la chance d'avoir une certaine confiance en moi, sans non plus être trop arrogant et donc me fermer trop de portes. Je me vends. J'ai beaucoup vendu l'étiquette du cabinet, la marque CGCB. Ça fonctionne bien, hein, clairement. C'est un cabinet qui a une forte notoriété. Voilà, dans le sud et maintenant au-delà, puisque ça fait 2 ans qu'on est dans le classement des 20 cabinets du Point, qui est un classement qui touche beaucoup de monde au final, et on voit les bénéfices on en retire des bénéfices assez importants. Donc la marque, la compétence, je crois que voilà, j'ai eu la chance d'arriver, là je parle à Nîmes, dans une ville, là encore sans aucun mépris vis-à-vis de cette ville à laquelle je suis viscéralement attaché et dont je vends les mérites à qui veut l'entendre. J'avais la chance d'appartenir à une boutique un peu grosse par rapport à ce qu'ont l'habitude de voir les gens dans ce type de ville. Donc tout de suite, la plupart des gens ont eu un a priori positif. Ça attire l'attention. Voilà, ont eu un a priori positif. Ça combiné au fait que je connaissais déjà pas mal de monde et que j'arrivais à créer des synergies, ça a été assez. Donc vous avez activé, réactivé votre réseau. Ah ouais, J'imagine que vous avez déjeuné et pris des cafés et des verres à foison. Ouais. À l'occasion desquels, du coup, vous avez pu parler de ce que vous faisiez au cabinet et notamment des compétences que vous aviez développées et du type d'opérations sur lesquelles vous pouvez accompagner vos clients. Donc déjà ça, beaucoup de ce qu'on appelle de réseautage. Hein. Oui, clairement, beaucoup. Est-ce que vous avez l'habitude d'autres actions? Je sais pas, moi, est-ce que vous êtes du genre ou est-ce qu'il y a une demande de la part de vos clients? Est-ce que ça fait partie de vos méthodes de développement que je sais pas moi, faire des formations, de publier, qu'est-ce que vous, comment... Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement tout ce qui est possible de faire, c'est vous, comment vous vous y êtes pris à titre personnel. Vous l'avez rappelé, vous l'avez dit, bon voilà, beaucoup de mise en relation, d'échanges. Un des associés fondateurs de mon cabinet, qui s'appelle Philippe Gras, a toujours eu la même formule. Il a dit on plante des graines et on les sème et on les récolte quand on les récolte, mais on finit toujours par les récolter. Et ça, c'est vrai que je suis à un moment de mon exercice professionnel où je m'en rends vraiment compte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent aujourd'hui et que j'ai semé à l'époque. Enfin à l'époque, si on peut dire, je suis pas bien vieux, mais il y a quelque temps désormais. Après oui, au point de vue du développement vis-à-vis de la compétence, des formations à destination d'un public plus ou moins large, des formations réservées à la clientèle du cabinet, d'autres plus ouvertes, avec des organismes de formation continue. J'en ai fait quelques-unes, ça m'a ouvert quelques portes. Et après vraiment, enfin c'est là la compétence, je crois, le fait que les gens, j'ai eu la chance que beaucoup de clients, quand vous touchez vous avez la chance de traiter des dossiers pour des personnes qui ont un rayonnement assez important, il y en a pas mal qui n'ont pas hésité à me recommander. Ça marche beaucoup. Après il y a aussi l'ADN du cabinet, qui est un cabinet qui n'a jamais eu peur de l'affrontement. Et ça, je crois que c'est important aussi. On a toujours considéré que soit on voulait travailler avec nous, soit on voulait pas travailler avec nous. Et quand on voulait pas travailler avec nous, on était assez libre de prendre des dossiers, quand bien même on pouvait, dans la limite évidemment de ce qu'il est acceptable de faire du point de vue de nos règles déontologiques, mais voilà, d'avoir cette tradition assez musclée et appréciée des juridictions, parce que c'est toujours dans un cadre de respect. Les échanges avec les magistrats, en droit public,
le fait d'avoir de bonnes relations avec les magistrats administratifs, bonnes relations au sens respecter, que l'avocat soit respecté, c'est important aussi. Donc participer à pas mal d'interactions avec la juridiction administrative, avec l'université de Montpellier, avec l'université de Nîmes aussi. J'ai continué de pas mal intervenir dans ces deux facs. Et puis voilà, vous maillez de plus en plus large, de plus en plus dense, et vous en récoltez assez vite les fruits. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le dénominateur commun de tout ça, c'est d'abord travailler, d'abord abattre du boulot, chercher, beaucoup chercher, se remettre souvent en question et y arriver comme ça, parce que vous pouvez faire tout le réseau du monde, si le premier dossier que vous l'avez, vous le plantez. On fait un métier qui à ce niveau-là est assez radical, hein. L'avocat, il faut qu'il vous fasse gagner quand il est au contentieux, et quand il est pas au contentieux, il faut qu'il trouve la solution. Donc s'il la trouve pas, ou qu'il se trompe, ou qu'il perd, on revient pas trop le voir en général. De quoi est-ce que vous avez envie pour la suite de votre carrière d'avocat, de votre vie professionnelle en général, mais je restreins à carrière d'avocat parce que quand je vous entends, j'entends pas trop de. Je pense que j'entends que vous êtes très très bien dans cette profession, et que voilà, donc voilà. Mais en tout cas, j'ouvre la porte. De quoi vous avez envie pour la suite de votre carrière? Alors, j'y suis très bien, je suis pleinement épanoui, mais pour contrebalancer un peu le propos, il suffit que je le dise pour qu'il se passe l'inverse, mais je pourrais tout à fait envisager de ne pas avoir une carrière immensément longue. Enfin, je me vois pas comme certains vieux bâtonniers faire de la résistance jusqu'au bout du bout. Enfin, je suis très heureux sans faire du droit aussi. C'est vraiment, enfin, le droit, c'est un moyen par lequel je m'épanouis, mais ça reste mon métier, et encore une fois, j'ai beaucoup de passion, bien éloigné de la sphère juridique. Donc je pourrais me renouveler sans grande difficulté, je pense. En revanche, oui, je suis bien dans ce métier pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Si vous me posez la question de mes velléités, alors je vais vous les révéler. Certains de mes associés les connaissent pas. S'ils écoutent, ils se diront peut-être. Non, blague à part, j'aimerais continuer de stabiliser l'implantation nîmoise du cabinet avec une boutique qui marche sans que j'y sois autant impliqué que ce que j'y suis aujourd'hui, pour partir sur un nouveau challenge. J'ai envie de me rapprocher un peu à nouveau, et je commence à avoir les moyens de le faire, de la vie parisienne, sans y vivre. J'ai envie de retisser des liens avec Paris, d'y venir un peu plus que ce que j'y viens aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, et le cabinet, notre antenne parisienne est en plein essor. Si je pouvais apporter ma contribution à cet essor, bien qu'ils aient pas besoin de moi, ça pourrait m'intéresser. De la même manière, ça pourrait m'intéresser de partir sur alors un peu plus tard peut-être, sur un challenge à l'étranger, si on avait les moyens dans le alors là, c'est mon épouse qui, si elle écoute ça, m'engueulera, mais partir quelques jours par mois. On a la chance d'avoir un métier dans lequel on exerce des compétences qui sont reprises dans pas mal de systèmes juridiques étrangers, le droit des marchés publics. Il y a des pays très lointains comme la Chine, alors bon, ou Singapour, avec des appréciations des règles un petit peu différentes de chez nous, mais le modèle est quand même à peu près calé sur ce qu'on voit chez nous. Le développement sur le continent africain est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi, parce qu'on fait beaucoup de droit de l'environnement, au sens du droit de l'eau, avec je pense que le continent africain est une vraie sphère de développement dans les prochaines années. Donc si je me prenais à rêver ce soir en m'endormant, je me dirais que je me verrais bien ouvrir un bureau secondaire un peu plus loin, mais bon, on a déjà pas mal à faire à Nîmes là pour l'instant. On va essayer de prendre un peu plus souvent le TGV pour monter à Paris, et ça sera déjà pas mal. Voilà. Non, mais c'est chouette, c'est le sens de ma question, de rêver plus grand, et de voir loin, parce que ça peut commencer par Paris, et puis comme vous dites, vous êtes encore jeune, donc ça peut commencer par Paris, et puis
devenir de l'autre côté d'une autre frontière par la suite. Et c'est intéressant d'ailleurs souvent c'est plutôt dans l'effet inverse, c'est-à-dire c'est plutôt les Parisiens qui partent développer en province et qui y restent, et moins j'ai l'impression vous avez fait un passage par Paris pendant vos études, mais en tout cas vous avez vraiment débuté votre carrière à Montpellier et ensuite à Nîmes, et donc c'est intéressant de voir ce chemin inverse. Qu'est-ce qui vous donne envie de tisser ces liens à Paris? C'est des opportunités, c'est des types de dossiers sur lesquels vous pensez que vous aurez moins l'occasion d'intervenir depuis Nîmes ou Montpellier? Qu'est-ce qui motive cette envie de resserrer les liens avec Paris? Ouais, c'est toujours cet attrait pour la centralité. C'est de Paris que tout part. Enfin, je pense que je suis assez lucide en disant ça. La vie à Paris est compliquée, mais la réalité, c'est que les grandes décisions, les grands projets, ils sont montés à Paris. Et qu'à un moment ou un autre, que ce soit pour la relation avec une banque, que ce soit pour monter une réunion où il y a plusieurs interlocuteurs, le fait d'être à Paris est toujours un atout, plus qu'à Nîmes ou Montpellier. Donc c'est ça qui m'attire. Puis c'est le côté, vous savez, je vous ai dit, je suis passé par l'Assemblée nationale et j'ai côtoyé pas mal de députés de province qui étaient ravis de cet équilibre avec ces sessions parlementaires souvent concentrées sur le mardi, mercredi, qui venaient travailler, qui travaillaient en province le reste de la semaine, mais qui passaient 2 jours à Paris. C'est un modèle qui me conviendrait assez, parce qu'en plus je suis amoureux de la ville, j'adore ça, j'adore Paris, je trouve que c'est une ville exceptionnelle, que c'est la plus belle ville du monde, et y vivre sans en avoir les inconvénients de la vie au quotidien, y développer un petit pan de mon activité professionnelle me plairait, et c'est source de légitimité parce que être inscrit au barreau de Paris, c'est quelque chose qui est marquant dans notre profession, parce que voilà. Et puis moi j'ai développé une petite compétence, je commence à développer une petite compétence ce qu'il y a bien avec le droit des contrats publics, c'est que ça vous amène à pas mal de diversité, et aujourd'hui c'est un droit qui est beaucoup pénalisé, qui intéresse beaucoup le fameux parquet national financier. J'ai pas mal je m'arrive d'y intervenir assez régulièrement, donc là aussi c'est vecteur c'est des services qui sont ultra centralisés, c'est des juridictions centralisées, donc le fait d'être à côté et d'être au cœur du réacteur, encore une fois, facilite certaines situations. Enfin, en tout cas, je le pense, je me trompe peut-être, mais ça, conjugué au fait que j'aime la ville, me plairait pour y revenir. Parce que j'ai l'impression que mon histoire parisienne n'est pas totalement terminée, parce que ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que quand je suis revenu en province, si je vous l'ai dit d'ailleurs, c'était vraiment pour des raisons personnelles. Je serais resté plus longtemps à Paris si j'avais pas eu à le faire pour des raisons personnelles. Et dernière question, vous avez mentionné le fait que voilà, même si vous adorez cette profession, vous ne voyez pas non plus forcément comme un vieil associé, que vous avez plein d'autres choses qui vous intéressent en dehors et que vous voyez aussi très bien faire d'autres choses. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui pensent une carrière peut-être, je sais pas, peut-être professionnelle, peut-être plus courte? Est-ce que vous avez envie d'être un... En général, les gens qui disent qu'ils veulent se retraiter tôt, finalement, c'est des multi-entrepreneurs qui ne sont jamais à la retraite. Mais vous voyez, est-ce que vous avez un petit peu ce schéma en tête, ou est-ce que j'extrapole complètement? Non, vous extrapolez pas. Alors, je sais pas si ça se fera ailleurs que dans la profession, mais c'est vrai qu'en tout cas, le rythme professionnel qui est le mien aujourd'hui n'est pas celui dont j'ai envie toute votre vie. Pour toute ma vie, voilà. Clairement, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et alors, je suis pas malheureux, loin de là, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir peut-être avoir une organisation un peu plus permissive, parce que aujourd'hui, 5 jours et demi sur 7, je le consacre dans des amplitudes horaires extrêmement larges à ma vie professionnelle. Et je pense qu'il y a d'autres choses à... Alors j'ai la chance d'être épanoui dans mon métier, parce que sinon on ne tient pas. Je pense que vous le savez mieux que quiconque si vous
vous interrogez de nombreux confrères. Enfin, je pense qu'on peut pas travailler comme on travaille si on n'est pas épanoui dans ce métier. J'aimerais bien, pouvoir avoir la chance de pouvoir évoluer, mais c'est un vœu qui est peut-être un peu pieux parce que ce métier est terriblement ambivalent. Cette profession, comme diraient la plupart de mes illustres confrères enseignants. Ouais, mais je sais pas, j'ai interviewé et j'ai diffusé l'interview récemment d'un avocat en corporate M&A à Paris, donc Romain Castelli du cabinet Celsius, et on a parlé de ça et un peu du rythme de vie idéal, et lui il disait que ouais, déjà il aimerait arriver à bien développer sa structure tout en pouvant pourquoi pas ne jamais travailler une demi-journée par semaine, finalement peut-être un jour arriver à un 4/5e comme avocat, ou 4,5 5e comme avocat en corporate M&A, je sais pas si c'est possible. En tout cas, ça me semble. Enfin, je dis ça, mais je dînais il y a pas longtemps avec une avocate en droit du travail qui accompagne des cadres dans leur départ, et elle est à peu près à ça. Hein. Je pense que si on lisse plus, mais voilà, elle a pas le même âge aussi. Elle a entre 45 et 50 ans. Son cabinet tourne, son activité tourne. Et voilà, et je pense qu'il y a. C'est possible. Il y a des âges pour tout, quoi. Voilà. C'est possible, mais vous voyez, j'ai parfait contre-exemple. Vendredi, vous avez un événement, c'était la feria de Nîmes ce week-end, la feria des vendanges, et on recevait un certain nombre de clients. Nos associés parisiens sont venus. On était ensemble à 18h30 un vendredi soir, et mon associé Michel Aron a reçu un coup de téléphone d'un directeur juridique d'une commune lui disant qu'il y avait un référé liberté lundi à 16h. Voilà, vous voyez, c'est tant pis pour les férias. Voilà, oui. C'est le mot. Ou alors merci d'être un patron sympa et d'avoir des collaborateurs qui sont prêts à faire l'effort de rester un peu plus. Mais c'est ça qui est compliqué dans notre métier, c'est que vous avez beau, ça c'est le constat que j'en fais, hein. Moi aussi je rêverais de prendre une demi-journée par semaine. C'est pas impossible, c'est sûr, mais entre le moment où on déconnecte vraiment, c'est ça le plus difficile, je trouve. C'est cette déconnexion, c'est-à-dire que moi, il y a que si je travaille pas le samedi que j'arrive à être déconnecté à partir du samedi 8h30 jusqu'à 15h30 ou 17h, et après on est déjà samedi soir, je repense au lundi matin et à ce qu'il faut que je fasse le dimanche, et le vendredi soir j'ai pas eu le temps de déconnecter de la semaine. Donc je sais pas si c'est sur ça qu'en tout cas à titre personnel j'ai envie de travailler, en me disant qu'on gère pas forcément des enjeux toujours vitaux, qu'il faut faire la part des choses, et déjà si j'arrivais à déconnecter, ce serait pas mal pour l'équilibre personnel, parce que voilà, c'est la plus grosse difficulté. En tout cas, moi, c'est la plus grosse difficulté que j'ai, et j'essaie vraiment d'y arriver, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé les clés. Je vous rejoins. Je ne suis plus avocate, mais je trouve que quand on entreprend, et probablement pas que quand on entreprend, probablement c'est quelque chose aussi d'assez lié aux professions intellectuelles. Le plus dur, c'est de déconnecter quand on n'est pas en train de travailler, de vraiment être en train de faire autre chose et de vraiment en profiter, et de laisser les dossiers, les projections, tout ça, de les laisser au placard. Quelle est votre dernière joie ? Mon mariage. Félicitations. Je vous remercie. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Oui. Rien d'anormal. Non, je porte. Je mets ma robe par-dessus ma tenue. La seule petite spécificité, mais elle est sur ma robe, c'est que j'ai l'épitoge que portait mon grand-père. Voilà. C'est ma petite distinction personnelle. Merci beaucoup pour cet échange. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!